Faites les cours. Merci beaucoup. Francis me met une pression d'enfer parce que il m'a mis un micro. Je déteste parler dans les micros. En plus, je sais que je vais être enregistré, donc mes petites plaisanteries nullardes, habituelles, je ne vais pas oser les faire. Donc je vais faire un topo. Non, je vais faire donc un topo monotone et ennuyeux, typique de ce qui doit être enregistré et ensuite diffusé. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette invitation. Alors, la deuxième raison pour laquelle je suis stressé, c'est que je parle dans le temple du métabolisme en rhumatologie et que le sujet que je vais tenter d'aborder ici en est évidemment un élément important. Alors, sur le plan général et épidémiologique, les liens entre le poids et l'ostéoporose, c'est-à-dire essentiellement avec les fractures, sont parfaitement connus et pour les externes, je vous rappelle que l'état de maigreur, l'insuffisance de masse corporelle, etc. sont un facteur de risque très important de fracture. C'est ce qui est connu depuis longtemps et il y a toutes sortes de raisons à cela. D'abord parce que la masse corporelle est moins importante, la force musculaire est peut-être moins importante. Et puis lors de la chute, eh bien, le contact direct de l'os moins bien protégé par le pannier adipeux sur la surface du sol est évidemment une cause d'augmentation du risque de fracture. Donc cette notion que l'insuffisance de masse corporelle et la maigreur sont des facteurs de risque importants de fracture et doivent être pris en compte dans la décision thérapeutique, c'est quelque chose qui est parfaitement admis. Après, on peut rapidement dériver en se disant si le faible poids est un facteur prédictif, donc l'augmentation du poids est un facteur protecteur. Alors on va voir que cette notion n'est pas forcément vraie. Ça, ce sont des données très solides qui résultent d'une méta-analyse de 60 000 sujets suivis pendant plusieurs années. C'est la base de l'introduction du poids dans le calcul du FRAX et qui a collecté, donc sur 60 000 sujets issus de plusieurs cohortes, les fractures incidentes et rapporté ça au poids et à l'indice de masse corporelle, donc représenté ici. Et vous voyez que, en effet, si on ne tient pas compte des résultats de la densité osseuse, chez les femmes comme chez les hommes, et regardons pour l'ensemble de la population, il existe une diminution significative du risque de fracture pour toute augmentation d'une unité de l'IMC. Donc si vous passez de 19 à 20, de 20 à 21, etc., à chaque fois, votre risque de fracture diminue. Et ceci est particulièrement vrai pour la fracture de l'extrémité supérieure du fémur. Vous voyez que même dans les grandes publications, il y a des erreurs typographiques dans la publication. Ça, c'est quand même le papier de l'OMS. Hein. On a bien 0,95 et 0,90 ici. Donc pour les fractures de l'extrémité supérieure du fémur, le chiffre retenu, c'est si vous avez un IMC, si vous avez un point d'IMC en plus, vous diminuez votre risque relatif de 0,07, ce qui est significatif. Mais, première observation, si on rapporte ces données sur la densité osseuse, c'est-à-dire si on introduit la connaissance de la densité osseuse de ces patients dans le modèle, on voit que cette relation disparaît, laissant penser que ces liens entre IMC et risque fracturaire sont vraiment directement liés à la densité osseuse qui va être différente chez les sujets les plus lourds par rapport à ceux qui sont les plus légers. Il y a une autre façon de représenter le problème, c'est de regarder cette courbe de corrélation, si vous voulez, ou de lien entre l'indice de masse corporelle, chez les individus d'indice de masse corporelle croissant, et le risque relatif de faire une fracture, ici représenté par rapport à un indice dit normal de 25. Et on voit qu'à partir de l'indice de 25 ici, tous les individus dont l'indice est plus faible ont une augmentation importante du risque de fracture. Et vous voyez bien que si vous êtes à 20, par exemple, vous doublez votre risque de fracture chez ces individus. Si vous êtes à 18, vous multipliez par 3 ou 4 votre risque de fracture. Et qu'on a une image assez comparable de l'autre côté, c'est-à-dire que lorsqu'on considère les individus dont l'IMC est plus élevé, on a quelque chose qui a tendance à diminuer. Mais vous constatez que ce bénéfice, entre guillemets, lié à cet IMC plus élevé, n'est pas de même ordre de grandeur que celui lié à l'IMC bas. C'est-à-dire qu'en gros, on peut retenir que si vous passez de 25 à 20, vous multipliez votre risque de fracture par 2. Si vous passez de 25 à 40, ce qui est énorme, vous n'avez que 17% de risque de fracture en moins. Donc vous voyez que ce bénéfice n'est pas symétrique. Il est certain que les maigres se cassent plus, mais il n'est absolument pas prouvé que le fait d'être moins mince, je ne sais pas comment il faut dire, permet d'avoir une réelle réduction du risque de fracture. Et cette courbe ici vous montre de la même façon que dès que l'on tient compte de la densité osseuse, on perd ces phénomènes un peu caricaturaux de lien entre IMC et risque de fracture.
Donc cette constatation épidémiologique a servi de base à un certain nombre de réflexions sur de grandes cohortes afin de savoir quel était le lien entre poids IMC et risque de fracture. Alors ça, c'est une cohorte GLO à laquelle nous participons, qui au départ comportait plus de 60 000 femmes. C'est une étude dans 10 pays et 17 centres. Ce sont des femmes suivies en médecine générale pour toutes sortes de raisons. C'est une étude de population générale. Pour être incluse, il suffisait d'être une femme de plus de 55 ans et de consulter son médecin généraliste, quelle que soit la raison. Là, on les suit, on en est à 5 ans et on espère les suivre pendant une dizaine d'années. Et l'étude ici porte sur le lien qui existe entre l'indice de masse corporelle et la prévalence et l'incidence des fractures. Et vous pouvez constater que chez les patients dont le poids est insuffisant, il existe en effet une prévalence et une incidence, rapportée ici pour 1000, qui est plus élevée que chez les sujets obèses ou non obèses. Mais en revanche, vous voyez qu'il n'y a pas de différence entre les sujets obèses, donc dont l'IMC est supérieur à 30, et ceux dont le poids est normal. La prévalence et l'incidence des fractures, cliniques pour les vertèbres et toute fracture pour les fractures périphériques, est la même dans ces deux populations. En revanche, on constate une chose intéressante, c'est que la proportion de sujets fracturés traités est beaucoup plus faible chez les sujets obèses que chez les sujets non obèses ou à poids insuffisant. Ce qui est d'ailleurs assez logique, on verra à la fin de l'exposé qu'on va avoir quelques difficultés thérapeutiques. Mais en tout cas, le message ici, c'est que finalement, l'obésité en population générale n'est pas un facteur de protection des fractures, en sachant qu'on s'intéresse ici aux fractures non traumatiques. J'ai oublié de vous dire que, bien entendu, sont exclus les accidents de la voie publique et autres chutes du 3e étage. Deuxième élément, chez les hommes, est-ce que ceci est vrai? Donc là aussi, cohorte Mister Ross, 6 000 hommes de plus de 65 ans, avec une certaine... Ça, c'est conduit aux États-Unis, donc vous ne serez pas surpris de voir la proportion d'hommes ayant un IMC supérieur à 30, et vous voyez qu'il y a même 3% d'hommes qui ont une obésité sévère. Vous observez ici le risque de faire une fracture non vertébrale, c'est la seule chose qui a été regardée ici par rapport au sujet ayant un poids normal. Et vous voyez que plus le BMI augmente, plus, dans cette étude, il existe une augmentation du risque de fracture. Donc les sujets obèses et les super obèses ont plus de fractures que les sujets normaux. On va deviner, bien sûr, les raisons pour lesquelles ceci est possible, mais vous voyez qu'on arrive sur des données épidémiologiques récentes, sur des choses plutôt contre-intuitives par rapport à ce qu'on avait dans la littérature sur le lien poids et fracture jusqu'ici. Et ceci peut être expliqué finalement par ce graphe qui est assez simple. L'étude NANES, vous savez, c'est la grande étude nutritionnelle aux États-Unis qui porte sur plusieurs centaines de milliers de sujets qui sont volontaires et qui permet d'avoir une espèce de photographie des événements de santé en fonction d'un paramètre X qui nous intéresse. Et ce schéma ici vous montre l'incidence des fractures en fonction de l'indice de masse corporelle. Donc vous avez 18, 25 et plus que 25. Et la largeur du cercle ou la surface du cercle représente la population concernée. Et donc ce que l'on voit ici, on va s'intéresser qu'aux femmes, si vous voulez, sur ce qui sont les parties grises ici. Ce que l'on voit, c'est que plus elles sont maigres, plus l'incidence est élevée. Mais en revanche, la fréquence de l'excès pondéral ou de l'obésité est telle dans cette population que le nombre de fractures concernées est plus important chez les obèses. Donc le paradoxe de départ, c'est de considérer que c'est vrai que le faible poids est un facteur de risque de fracture, mais des sujets à faible poids sont moins nombreux que les sujets à poids excessif ou obèses, et c'est donc dans cette population de sujets à poids excessif ou obèses qu'on va voir le plus de fractures. Et donc tout problème en termes de santé publique, et c'est un grand nombre de papiers et d'éditos dans les journaux d'os américains reviennent sur ce point en disant nous sommes face à une épidémie d'obésité, nous allons donc faire face à une épidémie de fracture liée à un facteur de risque qu'on n'avait pas du tout anticipé, qui est l'obésité. Et alors cette épidémie, Francis l'a rappelé, elle est tout à fait évidente. Je pense que tout le monde connaît ce papier du Lancet. Je ne sais pas très bien comment ils ont fait d'ailleurs, mais c'est un papier assez spectaculaire où ils ont estimé quel était l'IMC dans les différentes régions du monde et entre deux années qui étaient les années 80 et la fin des années, enfin et l'année 2008. Entre 1980 et 2008, dans différentes régions du monde, quelle est ici la prévalence de l'IMC supérieure à 30? Vous avez ici l'Amérique du Nord et nous sommes ici, Western Europe. Vous voyez qu'entre 1980 et 2005,
la prévalence de l'obésité a été multipliée par 2 environ, et que dans la plupart des pays, en tout cas ceux dans lesquels les données épidémiologiques sont accessibles, on observe une augmentation considérable de la prévalence de l'obésité. C'est la même figure avec bien sûr des chiffres plus importants pour la prévalence de l'excès pondéral, c'est-à-dire de l'IMC entre 25 et 30. Là aussi, nous sommes ici, vous voyez qu'entre 1980 et 2005, cette proportion a considérablement augmenté. Et d'une manière générale, alors vraiment je ne sais pas comment ils font ce genre de figure, mais enfin grâce à ça ils font le Lancet. D'une manière générale, voici l'évolution de l'IMC au cours des dernières décennies dans différentes régions du monde. On ne va pas s'appesantir sur les chiffres, peu importe, mais vous voyez que quel que soit le pays concerné et quel que soit le point de départ de l'IMC, puisque bien entendu au départ ce n'est pas tout à fait la même chose, vous avez une augmentation de ce paramètre. Donc clairement, s'il y a un lien entre fracture et obésité, il va forcément y avoir de plus en plus de fractures chez les obèses, et tout le problème est de les évaluer et de les traiter. Donc première question qu'on peut se poser, puisque c'était un petit peu inattendu, est-ce que les fractures sont bien celles qu'on attend? Est-ce que ce sont les fractures attendues, les fractures de localisation habituelle que l'on observe chez les obèses? Là, je dois dire que la littérature est d'une confusion totale et que tout et son contraire a été rapporté. Globalement, les papiers les plus cités, donc dans les équipes qui s'intéressent le plus à cela, disent que chez les obèses, il pourrait y avoir un peu moins de fractures du poignet. D'autres ont rapporté des résultats différents, et il est certain que la localisation d'une fracture dépend de la vitesse de marche. Et donc, on peut penser que les troubles de la marche induits par l'obésité, l'insuffisance musculaire induite par l'infiltration graisseuse des muscles et les pathologies associées, les comorbidités qui sont nombreuses, vont entraîner l'augmentation du risque de chute, qui peut en elle-même être un déterminant important de la localisation de fractures, en fonction, par exemple, de la rapidité de marche. Plus vous marchez vite, plus vous tombez en avant, donc sur les poignets. Plus vous marchez lentement, plus vous tombez sur le côté, donc sur la hanche, le trochanter, le fémur, etc., etc. Donc chez les obèses, globalement, on s'attend à ce que, par exemple, il y ait moins de fractures de hanches parce qu'elles vont tomber sur les côtés, mais elles sont protégées par le gras, mais qu'il va y avoir plus de fractures de la diaphyse fémorale que dans la population générale. Et de la même façon, il a été rapporté dans cette étude espagnole, dans ces études catalanes, puisqu'il s'agit de la base de données de Catalogne, sur 1 million de sujets. Il a été rapporté, vous voyez, quand on compare les sujets obèses qui sont en pointillé ici et les sujets à IMC normal, il a été rapporté un excès, par exemple, de la fracture de l'humérus, et pas pour les autres fractures. Donc il est assez difficile de conclure aujourd'hui. Je pense que ce point est important, mais que les données épidémiologiques ne permettent pas de conclure. Il est certain que les fractures typiques de l'ostéoporose habituelle, vertèbres, fémurs, etc., ne peuvent pas être considérées comme caractéristiques de la fragilité osseuse induite par l'obésité pour des raisons mécaniques, pour des raisons corticales, pour des raisons de conditions de chute. Maintenant, quelles sont les fractures plus fréquentes chez les obèses? C'est très difficile. Le consensus, c'est ça, c'est que chez la femme obèse, il y a plus de fractures de cheville, du bassin et des côtes, et chez les hommes, ce qui a été regardé de très près, c'est qu'il y a plus de fractures multiples de côtes. On voit bien que là, il peut y avoir toutes sortes de déterminants sous-jacents qui ne sont pas liés seulement à l'os lui-même, bien entendu. Pour les vertèbres, ça c'est un point qui nous intéresse beaucoup, c'est le lien qu'il pourrait exister entre fracture vertébrale et obésité. En fait, ce point n'est pas étudié dans la littérature. Ce qui est étudié, c'est le lien entre déformation du corps vertébral et obésité. Et là, on observe, regardez simplement la partie gauche, qui est une large étude sur radiographie chez des femmes avec des IMC normales, puis qui augmentent. On observe en fait une courbe en J de la fréquence des déformations des corps vertébraux. Et l'auteur n'est pas du tout assez précis, à mon sens, pour essayer d'expliquer ce phénomène en J observé ici. Il est tout à fait certain que chez les femmes ménopausées de 60 ou 70 ans qui ont un IMC très bas, il y a plus de fractures vertébrales, ça c'est connu depuis très très longtemps, mais on est très surpris de voir que chez les obèses et obèses morbides, il semble qu'il y ait des, entre guillemets, fractures vertébrales plus fréquentes. Il est très probable qu'il ne s'agit pas de fractures, mais de déformations vertébrales liées à des contraintes mécaniques exceptionnelles du fait du poids.
Et les radiographies ne sont pas étudiées, la méthode de lecture des radiographies n'est pas suffisamment précise dans cet article, mais ça c'est un champ extrêmement important d'analyse, car on peut imaginer qu'il y ait une cunéisation des vertèbres dorsales du fait de contraintes mécaniques particulières et une espèce d'os qui cède sous l'effet des contraintes mécaniques sans qu'il s'agisse de fractures réelles. Peut-être y a-t-il simplement un remodelage osseux lié aux contraintes mécaniques, mais qui ne sont pas de réelles fractures. En tout cas, cette courbe en J, ici, sur le lien déformation des corps vertébraux et IMC, est quelque chose qui mériterait d'être confirmé, étudié, et de faire la part entre fracture et déformation par contraintes mécaniques, ce qui sont deux phénomènes tout à fait différents. Donc ça, c'est premièrement la localisation. Est-ce que la localisation des fractures est atypique? Franchement, il n'est pas possible de se faire une idée claire dans la littérature, même si c'est très probable. Et il faut retenir que, par exemple, les fractures des diaphyses fémorales sont plus fréquentes chez les obèses que chez les sujets normaux. Et la fracture de l'humérus est plus fréquente et les fractures de côte sont plus fréquentes. Voilà les trois fractures qu'on peut considérer comme plus fréquentes. Deuxième élément, qu'est-ce qu'il faut faire de la densité osseuse? Alors d'abord, la densité osseuse, c'est super dur chez l'obèse parce qu'elle ne passe pas sous le bras. Deuxièmement, parce que les contraintes des tables ne permettent pas toujours de supporter des poids de 180 kg et plus. Donc on a du mal à avoir de véritables études chez les obèses morbides. Et par exemple, les gens qui font les conséquences osseuses de la chirurgie bariatrique ont beaucoup de mal à faire des densités osseuses parce que la densité osseuse de départ est quasiment impossible à mesurer. Le patient ne passe pas entre le bras et la table. Et en plus, même quand on arrive à les mesurer, se pose le problème suivant. Vous avez ici les données de la filière fracture de Juliette Compston en Grande-Bretagne, à Oxford, qui a eu la curiosité de regarder dans une population fracturée, hospitalisée pour des fractures ostéoporotiques, c'est-à-dire non traumatiques, de regarder quel était l'IMC et de regarder quelle était la densité osseuse. Et vous voyez que, d'abord, l'IMC est extrêmement variable et elle fait partie des gens qui ont montré qu'il y avait des fractures chez des gens ayant des IMC supérieurs à 30 ou supérieurs à 35. Mais voyez aussi que la proportion de patientes ostéoporotiques diminue, en noir ici, avec l'augmentation de l'IMC, et qu'il y a au contraire de plus en plus de gens à densité osseuse normale avec l'IMC élevé. Or, ces gens, je vous rappelle, ces femmes, sont toutes fracturées. Et le critère d'entrée dans l'étude, c'était fracture non traumatique. Donc il est clair, et on s'en doutait un peu, que chez les obèses, il y a donc des fractures non traumatiques avec des densités osseuses strictement normales. Toute la question, c'est quoi une densité normale? Est-ce que quelqu'un qui porte 50 kg ou quelqu'un qui porte 150 kg doit avoir la même densité osseuse? Intuitivement, bien sûr que non. Sauf qu'il n'y a aucun abac, aucun moyen d'ajuster la densité osseuse sur le poids ou sur la masse grasse, sur les appareils de densitométrie. Alors, de sorte que dans la même étude, quand on regarde quelle est la densité ou le T-score moyen chez ces gens fracturés, regardez, elles ont 62 ans en moyenne, et vous voyez que le T-score moyen est autour de -1, -1,7, en gros il est normal, hein, il n'y a pas d'ostéoporose densitométrique chez ces femmes, alors même qu'elles sont fracturées. Est-ce que néanmoins la densité osseuse reste prédictive? Est-ce que ça sert à quelque chose de la mesurer? Je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut prendre le problème. Le fait que les obèses aient des densités osseuses normales, on a bien compris que la densité était probablement difficile à mesurer et probablement un mauvais reflet de la fragilité osseuse. En revanche, si elles ont des densités basses, le risque reste vrai. Et le lien diminution de la densité osseuse et augmentation du risque de fracture est le même chez les obèses que chez les non-obèses. C'est la raison pour laquelle, malgré les études qui montrent que l'obésité est le principal facteur de risque de ne pas avoir de densité osseuse, je crois qu'il faut faire des densités osseuses aux obèses fracturées, parce que si elles sont basses, elles sont d'autant plus à risque. Je ne saurais pas interpréter une densité osseuse normale chez une femme obèse fracturée. Mais je suis certain que si elle est obèse, si elle a une IMC à 32, qu'elle a un T-score à -3, son risque osseux est très 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 élevé, et donc elle doit être traitée énergiquement. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut prendre le problème de la densité osseuse, c'est-à-dire qu'elle n'a de valeur que positive, mais alors vraiment la valeur basse chez une obèse prend une valeur prédictive extrêmement importante. Alors après, il y a des gens très malins qui sont allés regarder comment on pouvait essayer d'interpréter le lien entre la densité osseuse et le risque de fracture chez les obèses, en faisant non pas des études de densité osseuse par absorptiométrie, mais des études de densité osseuse et d'architecture osseuse par scanner périphérique. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut aller mesurer l'architecture corticale et trabéculaire au radius et au tibia en routine clinique.
Et ces auteurs ont montré, en comparant des sujets obèses à des sujets normaux, que lorsqu'ils regardaient la densité osseuse trabéculaire, la densité osseuse de la corticale, ou la résistance osseuse en appliquant sur les images de scanner des techniques de type FEA, enfin Fit Element Analysis, etc., on peut avoir une idée de la résistance osseuse. Ils ont montré que, de manière brutale et brute, les résultats étaient plus élevés chez les sujets obèses, mais quand on ajuste le résultat sur la masse grasse des individus, on a au contraire, par rapport au contrôle, des valeurs beaucoup plus basses et significativement plus basses. Donc ce papier montre que la valeur brute de la densité osseuse est en effet normale ou augmentée, mais qu'en réalité, si on la rapporte à la masse grasse, elle devrait être beaucoup plus élevée que ça pour être normale. Donc c'est le moyen, je crois, très malin de cette équipe lyonnaise d'avoir démontré que cette densité osseuse normale était finalement ininterprétable et certainement pas adaptée à la masse grasse et à la masse corporelle et aux contraintes mécaniques auxquels sont confrontés ces squelettes de sujets obèses. Voilà ce qu'on peut faire, le tour qu'on peut faire sur le plan clinique. Alors après, quel est le lien possible? Évidemment que... Tiens, c'est curieux ça, que ce soit apparaître comme ça. Je pense que c'est ta machine. Voilà, c'est l'enregistrement. C'est de ta faute. C'est pas ma diapo. Hein. Donc, le tissu adipeux, évidemment, vous le savez ici, et je suis certain que les seniors de la maison vous ont expliqué 100 fois que ce n'était pas seulement un gros sac de gras, mais qu'il y avait des tas de trucs qui se passaient dans ces cellules, que le tissu adipeux était un organe capable de générer de l'inflammation, un organe capable de générer des hormones, et qu'il y a plein de noms très curieux, les adiponectines, la leptine, l'isfatine, etc., qui sont élaborés par ce tissu, et beaucoup de voies de recherche très prometteuses s'attachent à savoir quel est le lien entre ces différents éléments, par exemple la gréline, dont on aime beaucoup la sécrétion gastrique, dans le remodelage osseux, etc. Alors, je vais prendre un exemple pour vous montrer comment tout ça peut être utilisé, comment en pratique clinique on va pouvoir utiliser cette notion qu'il y a une régulation endocrinienne ou un lien endocrinien et hormonal avec la résistance osseuse. Et le plus bel exemple qu'on puisse prendre, c'est le diabète, bien entendu, le diabète qui est très fréquent, qui est souvent associé à l'obésité, et il est démontré aujourd'hui qu'il existe une augmentation du risque de fracture chez les diabétiques. Et cette augmentation, elle est vraie aussi bien dans le diabète de type 1, donc ça c'est un papier qui date déjà, American Journal of Epidemiology 2007, mais depuis les données n'ont fait que confirmer ça. Donc dans ce papier, il a été clairement montré l'augmentation, et quelles que soient les études, quelle que soit la population concernée, le nombre de sujets, les pays concernés, il existe une augmentation très significative du risque de fracture de l'ESF, de l'extrémité supérieure du fémur, et d'une manière générale des fractures périphériques au cours du diabète de type 1, et ceci a également été rapporté, même si l'augmentation est moins importante, au cours du diabète de type 2. Or, les sujets ayant un diabète, dans ces études, ont toujours des poids plus élevés, des densités osseuses plus élevées que les contrôles. Donc le diabète illustre vraiment ce paradoxe auquel on est confronté. Alors, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles un diabétique peut se casser. D'abord, il a la neuropathie, donc il ne sent pas où il marche. Il a la rétinopathie, donc il ne voit pas ce qu'il fait. Et puis, il a aussi, comme beaucoup et comme certains sujets âgés, des phénomènes de glycation qui ne concernent pas seulement l'hémoglobine, mais qui peut concerner l'ensemble des protéines, surtout dans les tissus dont le remodelage est un peu ralenti. Et donc, par exemple, des protéines glyquées dans l'os ont été largement décrites et rapportées dans cette population, et certaines protéines glyquées sont même accessibles à la pratique clinique, comme la pentosidine, que certains ont proposé de doser dans les urines. Il y a beaucoup de papiers japonais avec ça et quelques papiers américains. Et si vous regardez dans cette population diabétique le risque de fracture rapporté à l'augmentation d'un écart type de ce paramètre qui est une protéine glyquée, vous voyez qu'il existe une augmentation, et ainsi l'augmentation du risque de fracture chez les diabétiques est rapportée à l'anomalie structurale des protéines osseuses, comme c'est le cas pour d'autres protéines, bien sûr, au cours de cette maladie. Mais ce n'est pas suffisant, et j'aime beaucoup cette figure qui illustre un des paradoxes du traitement du diabète et un des paradoxes du traitement de beaucoup de pathologies en médecine. C'est, puisque on pense que la glycation anormale de protéines
est responsable d'altération de la qualité des tissus, en particulier du tissu osseux. On peut penser légitimement que mieux le diabète est contrôlé, moins grave est cette probabilité et donc moins fréquente est le risque de fracture. Or, dans ce papier tout à fait remarquable, vous avez le lien entre le résultat de l'hémoglobine glyquée et le risque de chute. Et vous avez ici les sujets qui ne sont pas traités par insuline, et vous avez ici les sujets qui sont traités par insuline. Et le paradoxe de l'affaire, c'est que les sujets traités par insuline tombent plus que les sujets non traités par insuline. Alors évidemment, les biais sont multiples, et les auteurs l'ont fait exprès, et c'est pour ça que l'étude a été faite. C'est que, premièrement, les gens traités par l'insuline ont des diabètes plus graves, ils ont des complications neurologiques, rétinopathiques, blablabla. Deuxièmement, il y a peut-être aussi le fait que quand vous avez de l'insuline, vous avez des phénomènes d'hypoglycémie avec des chutes, etc. Et puis peut-être que, et ça avait été démontré dans d'autres papiers, le traitement acharné du diabète en cherchant, en particulier chez les sujets les plus âgés et les plus fragiles, à avoir un contrôle parfait du diabète, entraînait plus de maladies hypoglycémiques et finalement plus de complications, voire plus graves, qu'un traitement peut-être plus soft de la maladie. En tout cas, ceci illustre bien ce problème auquel nous sommes confrontés. Dans le diabète, il y a plus de fractures, la densité osseuse est plus élevée, le poids est plus élevé, mais ils ont probablement des altérations qualitatives osseuses en raison de ce trouble métabolique. En tout cas, certaines données in vitro et aussi cliniques tendent à le prouver. Et puis surtout, ne jamais oublier le risque de chute lié aux différentes comorbidités. Enfin, si on veut aller un petit peu plus loin et dépasser le cadre du diabète, quelles sont les molécules dont on pourrait avoir l'usage, soit en diagnostic, soit en pronostic, soit en thérapeutique, pour essayer d'agir sur ces liens entre tissu adipeux et tissu osseux. Alors, la littérature est extrêmement vaste, complexe et, pour tout dire, incompréhensible. Je n'utiliserai pas d'autres mots puisque je suis enregistré, mais vraiment, c'est incompréhensible. Et il faut remercier beaucoup Emmanuel Biver d'avoir fait dans JCVM l'année dernière une méta-analyse de l'ensemble des papiers. Donc finalement, il suffit de lire son papier pour avoir un bon résumé. En gros, vous trouverez toujours des corrélations inverses entre l'adiponectine, la gréline et la densité osseuse, en sachant que, à ma connaissance, le papier qui s'est le plus intéressé aux valeurs sériques de gréline, qui est un papier américain prospectif sur plusieurs milliers de sujets, était totalement négatif. Donc, en tout cas, la corrélation, si elle existe, elle est inverse, mais elle est extrêmement faible. Les corrélations positives ont été trouvées entre la leptine et la densité osseuse, et la leptine est un vaste champ d'exploration parce que elle peut agir, la leptine d'origine adipocytaire en tout cas, peut agir soit de manière indirecte via l'hypothalamus, soit de manière directe, et il y a un débat scientifique et qui dépasse largement le domaine de la science entre plusieurs équipes aux États-Unis, entre est-ce que les gens qui ont trouvé que la voie hypothalamique était importante ont inventé leurs résultats ou pas, ou en tout cas personne n'a pu reproduire ces résultats. Et aujourd'hui, en revanche, un certain nombre de papiers montrent très clairement que que la leptine sécrétée par l'adipocyte a un rôle local, et que c'est ce rôle local qui est plutôt ostéoformateur qui est mis en avant. Et ceci a fait l'objet, je pense que le papier le plus cité sur le sujet, qui a mis longtemps à être publié, parce que je pense qu'ils l'ont envoyé dans pas mal de revues avant de le faire passer dans JBMR, c'est ce papier-là, c'est Turner, donc c'est Turner pour les spécialistes du domaine, c'est l'anti-Karsenty, qui a estimé que Karsenty n'avait pas, enfin que le papier de Karsenty n'était pas reproductible, et lui a un papier tout à fait démonstratif sur le rôle périphérique de la leptine et le rôle stimulant de l'ostéoformation de la leptine, en utilisant des souris KO pour la leptine ou des souris KO pour le récepteur à la leptine, et en faisant une expérience assez spectaculaire qui consiste à irradier des souris et à leur greffer, et les greffer ensuite avec de la moelle de souris sauvage ou de souris déplétées ou déficientes plutôt en récepteurs de leptine. Et ce qui montre, c'est que lorsque vous faites de la greffe de moelle à partir de souris sauvages à ces souris irradiées, vous avez une formation osseuse qui reste tout à fait normale, qui est récupérée. En revanche, lorsque vous greffez des souris irradiées avec de la moelle de souris sans récepteur à la leptine, vous avez un défaut de formation osseuse qui est exactement comparable à celui observé chez les souris initialement KO pour ce récepteur à la leptine. Donc, il y a toute une série d'expérimentations, mais qui aboutit tous à cette démonstration pour lui qu'il existe un lien certain entre leptine et ostéoformation, que la leptine adipocytaire agit localement et que cet effet local est plutôt ostéoformateur.
Est-ce qu'il y a une conséquence clinique à cela? La réponse est non. Il n'y a pas d'indication à doser la leptine pour évaluer l'os aujourd'hui. Alors, passons maintenant à l'aspect thérapeutique. Premièrement, une des questions que se posent les Américains, ça c'est une question américaine typique, parce qu'en Europe ce n'est pas une question, c'est on va les faire maigrir, est-ce qu'on leur fait courir un risque? Parce qu'après tout, si on part sur l'idée que le faible poids est un facteur de risque de fracture, il était légitime de se poser la question, si on fait maigrir les sujets obèses, est-ce qu'on augmente le risque de fracture? Premièrement, au cours de la chirurgie bariatrique, la réponse est oui. Ceci vient d'être publié dans l'ostéoporosie internationale, dans des grandes cohortes de gens ayant subi, bénéficié, pas comment il faut dire, d'une chirurgie bariatrique avec des réductions pondérales massives. Il y a une augmentation du risque de fracture, mais dans les conditions aussi là de comorbidité dont il faut bien prendre en compte. Deuxièmement, dans les phénomènes simplement médicaux, dans les traitements médicaux de l'obésité, moins graves que ceux qui bénéficient de la chirurgie bariatrique. Voilà une étude publiée dans New England, qui est une très très belle étude randomisée, prospective, sur différents moyens d'essayer de faire maigrir des obèses. Donc vous avez soit mettre au régime et faire de l'exercice, mettre au régime tout seul, faire de l'exercice tout seul, et les sujets à qui on ne fait rien. Donc je vous laisse deviner ce que vous choisirez entre ces trois régimes particuliers si vous souhaitez maigrir. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la masse musculaire a diminué dans les deux premiers groupes et n'a pas diminué dans le groupe exercice physique. Et la masse osseuse a diminué de manière significative dans ces deux groupes-là et pas dans le groupe qui faisait de l'exercice, en sachant que 1% d'une densité osseuse normale, comment dire, on s'en fout, quoi. C'est-à-dire que le problème n'est vraiment pas là et que cette perte osseuse, même si elle est significative et même si ça intéresse beaucoup de gens, n'est absolument pas à mettre en balance ou en parallèle avec le bénéfice que peut représenter la réduction pondérale chez ces sujets qui, comme vous le voyez, au bout d'un an, dans ces trois bras, étaient de 10%. Quel est le lien? Est-ce qu'il y a moyen de comprendre en quoi cette réduction pondérale peut agir sur la résistance osseuse ou sur la densité osseuse? Alors bien sûr, si vous enlevez du gras, vous enlevez de la lipokine, vous enlevez de la leptine, etc., etc. Mais il y a peut-être beaucoup plus malin que ça à imaginer. On sait aujourd'hui que l'ostéoformation est totalement contrôlée par la sclérostine et DICOF, qui sont les deux protéines qui sont les freins les plus importants de l'ostéoformation, fabriqués par les ostéocytes. Et on sait que les ostéocytes sont sous le contrôle des contraintes mécaniques. Et donc, il est parfaitement démontré par toutes sortes d'expériences qui vont du rat pendu par la queue aux sportifs à qui on fait faire des exercices très particuliers dans des zones musculaires très particulières et donc dans des zones osseuses particulières. Il est bien démontré que ce sont les variations de sclérostine qui permettent d'expliquer les variations de densité osseuse dans ces circonstances un petit peu exceptionnelles. Eh bien, dans la réduction pondérale, il en est de même, et il est probable que l'impact osseux des réductions pondérales est lié aux variations de la sclérostine provoquées par la variation de la charge mécanique sur le système ostéocytaire. Donc ça, c'est une voie importante, puisque vous savez que la sclérostine, aujourd'hui, on sait la manipuler. On sait très très bien la manipuler. Le romosozumab a publié ses résultats dans le New England, là, et d'autres sont en cours, et les antisclérostines dans la polyarthrite rhumatoïde, ça va exploser. Donc on est là dans une voie pour laquelle on voit bien qu'on va pouvoir contrôler l'ostéoformation, même dans des situations thérapeutiques un peu complexes comme celle qui nous préoccupe ici. Mon dernier point concernera l'usage des traitements actuels chez les obèses. Et la question doit être, est-ce que l'obésité interfère avec le bénéfice des traitements anti-ostéoporotiques? Ce qui est légitime compte tenu de ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'on a dit que les obèses avaient des densités osseuses normales et que la localisation des fractures n'était pas exactement la même que celle qu'on attend dans la population générale. Alors, il y a 3 études qui ont regardé ça, et il faut bien comprendre, avant de regarder les résultats, que dans ces 3 études, les patientes ont été incluses pour des densités basses. Donc il s'agit bien ici de l'évaluation de 3 drogues anti-ostéoporotiques chez les patients qui avaient une ostéoporose, et on regarde a posteriori si elles étaient obèses ou pas. D'accord? Le critère d'entrée n'est pas l'obésité, le critère d'entrée c'est densité osseuse basse. Alors le clodronate, qui est un bisphosphonate comme un autre, en tout cas pour les Anglais, parce qu'il coûte pas cher.
Donc 4000 femmes, 800 mg versus placebo. Le papier démontre le bénéfice antifracturaire de ce médicament. Mais regardez ce qui se passe en fonction de l'indice de masse corporelle. Vous voyez que le traitement réduit le risque de fracture pour les masses corporelles autour de 20. Il réduit le risque de fracture pour les masses corporelles autour de 25. Il n'est plus statistiquement, il n'est plus efficace dans cette analyse a posteriori chez les sujets dont l'IMC est de 30. Donc le traitement est efficace, mais il ne l'est pas dans une population concernée. Deuxièmement, le ranelate de strontium, dont on va sans doute parler maintenant au passé. On verra la semaine prochaine, enfin bon, probablement. En tout cas, ce qui était intéressant, c'est qu'à l'inverse, dans ce travail, on avait regardé ça justement, s'il y avait un impact du poids et une interaction entre obésité et effet de ce traitement. La réponse est non. En revanche, puisqu'on avait clairement montré que le bénéfice antifracturaire sur les vertèbres était le même chez les sujets dont l'IMC était inférieur à 25 par rapport aux sujets dont l'IMC était supérieur à 25. Et en revanche, traitement dont on parle d'avenir plutôt, le denosumab. Donc le denosumab, dans la grande étude de Freedom, il a été analysé a posteriori aussi l'effet de l'indice du masse corporelle sur l'effet thérapeutique, donc l'interaction poids-bénéfice thérapeutique. Vous voyez que pour les fractures vertébrales, quel que soit l'IMC, le traitement est efficace. En revanche, pour les fractures non vertébrales, par contre, le traitement n'est pas efficace pour les sujets obèses. Donc ça, c'est une question vraiment qui doit être très prégnante pour nous, c'est que même chez les sujets à densité osseuse basse, le fait d'avoir une obésité va interférer, et là encore, très probablement parce que les conditions de chute, les conditions mécaniques et la localisation des fractures n'est pas la même chez ces sujets. Donc en pratique, ce qu'il faut retenir, c'est que le faible poids est un facteur de risque de fracture, mais il ne faut surtout pas considérer que l'obésité protège des fractures. Ça, c'est sûr que non, les sujets obèses peuvent se fracturer. Deuxièmement, il faut faire des densitométries aux obèses fracturés. C'est pas facile, c'est pas toujours, voilà, mais si on trouve une densité osseuse basse, ces sujets sont à très haut risque. Troisièmement, il n'y a pas d'étude de traitement chez des obèses fracturés à densité normale. C'est-à-dire qu'elle vient vous voir avec une fracture de l'humérus, vous lui trouvez un T-score à plus 1,5, il n'y a rien qui justifie un traitement aujourd'hui, et je crois qu'il faut dire clairement qu'on ne doit pas traiter ces sujets aujourd'hui parce qu'on n'a pas de preuve que les traitements sont efficaces. Et je crois qu'on a encore beaucoup de travail à faire très en amont, qui est de définir la résistance osseuse normale dans cette population. Ce que je viens de vous dire, par exemple, sera peut-être stupide dans 5 ans. Peut-être que dans 5 ans, on va pouvoir établir des seuils de décision thérapeutique en fonction de l'IMC, ce qui me paraîtrait assez logique. La patiente standard aujourd'hui ostéoporotique, elle a 72 ans, elle a un IMC plutôt bas, elle a un T-score à -3, et celle-là doit être traitée, bien entendu. Peut-être qu'on pourra dire la même chose dans 5 ans. Si elle est avec un IMC à 30, le T-score doit être de -1, je ne sais pas combien, et à ce moment-là, on pourra prendre des décisions thérapeutiques justifiées. Voilà, je vous remercie.